Bonjour à tous, dans cette vidéo je réponds à vos questions et merci d'ailleurs à tous ceux qui ont participé. Et si vous voulez poser vos questions, c'est très simple, il suffit de me les envoyer par mail en réponse à mes newsletters et de temps en temps j'envoie un mail spécifique pour ça. Donc voilà. Et là ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de FAQ, c'était la grosse saison, je produisais beaucoup et je suis très content de reprendre. Et je vais répondre à une dizaine de questions, autant sur des sujets, sur la technique des micro-pousses, sur des problèmes courants que sur la vente, etc. Et si vous voulez me poser vos questions en direct, j'organise une conférence en ligne dans quelques jours, donc ce sera l'occasion. C'est un événement à ne pas manquer, je vais vous montrer comment créer un atelier de micro-pouces très simplement, rapidement et à moindre coût. Donc inscrivez-vous dès maintenant avec le lien en description pour ne pas la rater, et j'espère qu'il n'est pas déjà trop tard. Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pouces depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pouce, et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Donc c'est parti, on démarre tout de suite avec la première question, une question de Camille. Je panique dès que je vois du blanc autour des graines en fin de germination. Est-ce que c'est de la moisissure ou juste des poils racinaires? Alors ouais, on a tendance à confondre les deux au début, et ça va aussi dépendre des variétés, ça va être plus ou moins visible, plus ou moins gros et tout. Les poils racinaires, quand on regarde de près, on arrive quand même à voir un petit peu des radicelles qui partent bien de la graine, alors que la moisissure, c'est quand même globalement un peu plus nuageux. Mais il y a une chose qui est très simple à faire pour être vraiment sûr de pouvoir bien différencier les deux, ça va être de pulvériser un petit peu d'eau dessus. Si ça se rétracte, c'est que c'est de la moisissure, et si ça bouge pas, ce sont bien des racines, donc pas de souci, le cycle il peut continuer. Question suivante de Pablo, si je démarre pour vendre, c'est quoi ton top 5 des variétés qui sont les plus rentables? Alors ça c'est une question qu'on pose souvent, je pense vraiment que les classiques c'est le mieux, donc il faut absolument connaître pois, tournesol, radis, brocoli, et on peut ajouter à cette liste le chou rouge, qui fait pour moi partie des top 5, j'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, mais on peut aussi rajouter de la moutarde ou de la roquette, qui sont des très bonnes variétés aussi. Et puis après, il faudra voir en fonction de la demande, etc. pour ajuster si telle ou telle variété n'est pas forcément appropriée, ou si vous pouvez remplacer par d'autres variétés plus colorées, plus grosses, plus petites, etc. Une question de Romain, avec un seul rack, est-ce que c'est vraiment possible d'atteindre 1000 € par mois? Alors j'ai fait un calcul simple juste avant, quand j'ai vu ta question. Je sais pas trop où tu as entendu cette information, un rack 1000 € par mois. Mais si on part d'un rack étagère standard, ce qu'on trouve sur Amazon par exemple, avec 4 étages, on peut mettre 12 plateaux dessus, donc 3 par étage. Donc chaque plateau, ça donne, on compte environ 15-20 € par semaine. Là pour être sûr, on va prendre 15 €, c'est vraiment la moyenne basse, hein, ça va dépendre des variétés, de pas mal de choses. Donc juste ça va donner 180 € par semaine, donc environ 720 € par mois de chiffre d'affaires. Donc si on rajoute un étage, 5 étages, c'est encore possible sur une étagère. Et là, ça donne, quand on fait le calcul, 900 € par mois, en chiffre d'affaires toujours, donc on n'est toujours pas aux 1000 €. Du coup, on parle peut-être pas du même standard, peut-être que toi tu voyais le standard, donc le rack hollandais. Je mettrai une photo pour que ce soit plus visible, plus concret. Donc là, ils sont un peu plus larges, et pour le coup, on peut en mettre 4 en largeur. Et là, si on fait le calcul, avec 4 étages, on est dans les 960 € par mois. Donc si là, on avait pris 15 € par plateau, mais c'était la moyenne très basse. Donc au final, on peut quand même atteindre 1000 € par mois. Et si on a 5 étages, on est plutôt autour des 1200 € par mois. Donc là, ça correspond un petit peu plus aux chiffres que tu me donnais. Donc c'est possible, mais en théorie, parce qu'il faut quand même prendre en compte plusieurs choses. Ici déjà on parle bien du chiffre d'affaires, donc il faut enlever, par plateau on peut compter 4-5 € à peu près de charge, entre le terreau, les graines, le packaging, l'eau, l'électricité, c'est assez grossier mais voilà. Après, il faut rajouter forcément les impositions. Alors quand on débute, on est au régime micro-bénéfice agricole, donc on est imposé que sur 30% de notre chiffre d'affaires, donc au final, alors c'est pas négligeable, hein, mais c'est quand même pas beaucoup en charges supplémentaires. Et surtout, je pense le gros point à vraiment pas négliger, c'est que quand on apprend, tous nos plateaux, ils sont pas parfaits au départ, ils sont pas forcément vendables dès le départ, donc il faut vraiment pas partir sur le fait que dès le début, vous aurez une étagère complète, magnifique, prêt à vendre, et chaque semaine, vous allez bombarder là-dessus. Il y a quand même un vrai temps d'apprentissage à avoir avant, et encore plus si vous démarrez seul, si vous apprenez au fur et à mesure, etc. Avec de l'expérience, on a des marges qui sont entre 70 et 80% selon notre choix de variété, mais c'est quand même des marges qui sont très élevées, encore plus pour la culture agricole. Mais quand on apprend, quand on débute, il faut se dire qu'on est plutôt autour des 50%, 60%, parce que on donne des échantillons, on apprend, on a des ratages, etc. Donc au final, 50-60%, c'est ce qui est à peu près le plus réaliste. Donc si tu veux absolument faire 1000 € par mois, il faut clairement mieux considérer 2 racks complets pour avoir vraiment l'espace pour apprendre, tester des variétés, tester des densités de semis, etc., voir ce qui plaît à tes clients, etc. Et puis tendre vers une optimisation parfaite d'une étagère par la suite, si c'est aussi la place qui te pose problème.
Ou alors partir sur un seul rack, mais c'est se dire qu'au début, bah, tu vas peut-être faire que 200 € par mois, puis avec de l'entraînement 400 €, etc. Et puis tu vas tendre vers le maximum possible pour un seul rack. Mais il faut bien prendre en compte que c'est pas si facile que ça d'atteindre les chiffres qu'on peut t'annoncer pour un producteur expérimenté. D'ailleurs, ça me donne envie de faire une vidéo sur le sujet pour plus détailler une petite installation de ce style. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une étude de cas d'un rack ou deux racks en intérieur pour un particulier qui veut se professionnaliser, voir un petit peu ce que ça peut donner en complément de revenu par exemple. Alors question suivante de Maël, après la germination, je dois faire une journée complète de blackout où je passe directement sous les lampes. Alors ça va vraiment dépendre des variétés. Dans mes tutos sur YouTube, je fais pas vraiment de blackout parce que c'est pas obligatoire et puis ça simplifie un petit peu le process. Mais en pratique, dans ma production, j'en fais quasi systématiquement pour peut-être les 3/4 des variétés à peu près. C'est pas obligatoire pour toutes. Et puis après, ça va un petit peu dépendre de ton organisation. Le but, c'est d'avoir le moins de manutention possible, le moins d'aller-retour possible et d'essayer de que la rotation se fasse de manière parfaite pour vraiment optimiser son espace. Mais globalement, ça permet d'avoir des pousses plus hautes, c'est quand même le but, et donc ça peut faire une réelle différence pour pas mal de variétés. Donc généralement, un jour de blackout, c'est très bien, et c'est suffisant. Donc une fois que la germination est terminée, on enlève le poids, on met les plateaux à plat, et là c'est intéressant d'ajouter soit un plateau qu'on met par-dessus, soit vous avez une chambre de culture qui permet de rester dans le noir, et dans ce cas-là, vous pouvez laisser une journée complète comme ça. Il y a certaines variétés qui vont supporter même 2-3 jours comme ça, mais je vous conseille pas trop, pas de le faire trop en tout cas, parce que sinon les pousses elles vont aller trop haut, elles vont finir par tomber sur les côtés, donc là pour le coup ce sera invendable, et puis quand on connaît pas trop, 2-3 jours ça peut faire un petit peu beaucoup, donc je vous conseille de faire un jour, et après avec l'expérience, de voir quelle variété c'est intéressant de faire un petit peu plus, et à quel moment il faut faire attention aussi en fonction de vos conditions de culture particulières. Une question d'Ariane, honnêtement, ça représente combien d'heures par semaine un petit atelier de micro-pousses intégré à ma micro-ferme? Alors tout dépend de la taille et de la quantité que tu veux produire, mais faire juste un petit atelier complémentaire en moins de 10 heures par semaine, c'est clairement faisable. Quand on fait que des micro-pousses, la vente ça prend pas mal de temps, mais là si tu vends d'autres produits déjà de la même manière, et que tu vas juste par exemple rajouter des barquettes de micro-pousses en plus de vendre des légumes, ça va pas te prendre de temps, donc au final tu peux descendre même en dessous de 6 heures par semaine, c'est possible avec une très bonne organisation, tout bien ficelé et tout, c'est possible. Donc au début ce sera pas forcément ça, ce sera plutôt environ 10 heures, je pense qu'il faut quand même compter pour apprendre, pour vraiment observer les pousses. C'est quand même une culture qui est très précise, où il y a beaucoup de petits détails auxquels il faut faire attention, et puis après tu pourras diminuer au fur et à mesure le nombre d'heures passées dessus, parce que tu auras la routine du bon arrosage, où en un coup d'œil tu vas savoir si c'est quel type d'arrosage il faut faire, etc. etc. Donc c'est vraiment avec l'expérience tu pourras diminuer ton nombre d'heures, et aller vers peut-être les 6 heures par semaine. Pour démarrer une diversification avec les micro-pousses, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à la regarder. Et ensuite, une question de Leila. Les LED bleu ou rouge, est-ce que c'est du marketing ou ça change vraiment quelque chose? Et à quelle distance je dois placer ces lampes? Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce sujet et qui sont fausses, mais globalement le mieux c'est un spectre complet, parce que certaines lampes dites spécialisées vont pourtant manquer un peu de rouge par exemple, et donc beaucoup de micro-pousses normalement rouges ne seront plus colorées. C'est le cas du chou rouge, de la betterave, de l'amarante. C'est déjà arrivé à des gens que je connais, donc ce serait dommage que ça vous arrive aussi. Donc regardez bien le spectre pour qu'il soit bien complet, qu'il y ait bien du rouge, du bleu et vraiment une lumière, au final un spectre blanc complet. Pour la hauteur, c'est entre 20 et 30 cm, c'est le mieux. Faudra ajuster en fonction de la puissance des lampes, forcément, là je peux pas trop te dire à l'avance, mais c'est environ 20 à 30 cm. Il y a beaucoup de choses à dire sur les lampes, là je vais pas faire un cours complet sur le sujet, j'explique tout dans ma formation, mais ouais, ça c'est déjà pas mal, avoir un spectre complet, les mettre à 20-30 cm de distance, et puis ajuster en fonction de vos résultats, en fonction de la forme des pousses, ça se voit assez vite s'il y a trop de lumière ou pas assez de lumière. Une question d'Arthur, pourquoi tu ne vends pas de graines germées alors que c'est proche des micro-pousses? Alors effectivement, je ne produis que des micro-pousses, et quand je fais des graines germées, j'en fais un petit peu, c'est l'hiver pour ma consommation personnelle, pour changer un petit peu aussi, mais au final c'est tout. Alors les graines germées, elles sont beaucoup plus complexes au niveau sanitaire à produire professionnellement que les micro-pousses. Les micro-pousses, il faut mettre en place un plan d'hygiène qui est assez strict, mais ça reste quand même abordable, à la fois pour la culture en intérieur que sous serre comme ici, et ça autant à petite échelle qu'à grande échelle. Parce que les graines germées, c'est tellement restrictif qu'à petite échelle, ça vaut vraiment pas le coup de se prendre autant la tête. Il faut mettre beaucoup de moyens et donc produire beaucoup pour pouvoir rentabiliser toute l'installation et puis les process qui sont à mettre en place. C'est pour ça que d'ailleurs,
En France, en tout cas, les seuls producteurs de graines germées, c'est vraiment des grandes entreprises, des grosses structures. Donc si tu cherches une activité que tu veux mettre en place facilement, même à petite échelle, et ben les micro-pousses c'est vraiment idéal. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de liker cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup à développer la chaîne et à vous faire encore plus de contenu. Et on repart avec une question de Maya. Mes tournesols pourrissent tout le temps, qu'est-ce que je rate? Alors je connais pas ta manière de procéder, donc ça va être un peu dur de répondre directement. Mais globalement, les points de vigilance pour le tournesol, ça va être au moment du trempage. Hein, ça peut être pas mal de les laisser s'égoutter avant de les semer, pour pas qu'ils soient trop humides. Ça va être de désinfecter à ce moment-là tes graines avant de les semer. Si tu vois que le problème vient vraiment des graines, en tout cas tu peux tester et voir la différence. Il va falloir aussi vérifier ton arrosage, hein, essayer avec un petit peu moins d'eau au moment du semis, surtout. Mettre pas trop d'eau pour toute la phase de germination, c'est généralement là que le risque de moisissure arrive. Il faudra vérifier l'humidité ambiante, donc de ton espace de germination ou ton espace de culture. On aime bien être en dessous des 50%, ça peut être un petit peu plus, mais 50% au moins on est quasiment sûr qu'il n'y aura pas de moisissure. Il va falloir aussi vérifier la ventilation, hein, pour que vraiment l'air circule bien, qu'elle se renouvelle bien. Donc ça c'est plus en intérieur où on a tendance à un petit peu oublier cet aspect-là. Et normalement avec tout ça, tu devrais savoir d'où vient le problème, si c'est plutôt de ton environnement de culture, de ton arrosage, de tes graines ou autre. Donc voilà. N'hésite pas à regarder si c'est pas déjà fait la vidéo que j'ai fait sur la culture du tournesol. Ça peut te donner quand même quelques informations pas mal. Et au moins te donner un aspect visuel de ce à quoi tu dois t'attendre. Et si tu te rends compte que le problème il vient des graines dans ton cas, tu peux regarder en testant un autre lot ou un autre fournisseur. Et d'ailleurs en description, hein, je liste tous les fournisseurs que je conseille pour cette culture, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Il doit en avoir 8 ou 9 dans la liste. J'essaie d'avoir des fournisseurs locaux qui ont aussi du bio, qui ont une belle gamme, qui ont des prix attractifs, etc. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Une question de Sophie, mettre du poids sur les semences, ça sert vraiment à quelque chose? Et dans quel cas le conseilles-tu? Alors ouais, c'est bien utile, en tout cas, moi j'utilise pour les 3 quarts des variétés, je pense. Mais c'est pas non plus indispensable. Si c'est trop compliqué à mettre en œuvre de ton côté, je sais qu'il y a des gros producteurs de micro-pousses qui le font pas, donc c'est pas non plus indispensable. Mais personnellement, je trouve que j'ai des meilleurs résultats avec le poids. Globalement, ça aide la germination et l'homogénéité de la levée, donc c'est vraiment pas mal. On peut quasiment gagner une demi-journée, voire une journée de germination, donc pour certaines variétés, ça peut faire une bonne différence. Et puis pour ton organisation aussi derrière, d'avoir tout qui déroule en même temps. Et puis avoir une levée bien homogène, ça permet aussi déjà que ce soit plus facile pour la récolte, et puis même pour vendre, ça permet d'avoir des pousses qui font toutes la même taille, donc esthétiquement c'est quand même pas mal. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, pour le coup. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à aller voir une vidéo sur ce qu'il faut mettre ou non du poids sur vos micro-pousses pendant la germination. Question suivante, une question de Yann. Une fois récolté, mes micro-pousses se gardent combien de jours au frigo et comment je maximise la durée de vie? Alors globalement, ce sera 7 jours au frais pour la majorité des variétés. Et en gros, plus les feuilles sont grosses, plus elles vont se conserver longtemps. Par exemple, le tournesol, qui ont quand même des grosses feuilles, ça peut se conserver jusqu'à 15 jours au frais. Des grosses feuilles, en plus bien épaisses. Ça va être à peu près pareil pour la bourrage, pour le pois. Et puis ça va être beaucoup moins pour la roquette, par exemple, ou le brocoli, où ça va être vraiment des petites feuilles. Donc il ne faudra pas se rater. Alors comment on maximise ça? Et ben, ça va être d'avoir un contenant qui soit bien hermétique. Il va falloir les récolter aussi sans que ce soit humide. Et ça va faire une grosse différence, hein, le fait de récolter les pousses non humides. Ça permet de conserver beaucoup plus longtemps. Après, tu pourras pas non plus étendre beaucoup plus que 7 à 15 jours suivant les variétés. Et puis au final, on n'a pas trop d'intérêt, elle est encore au-delà. Le mieux c'est de faire en sorte que elle se conserve parfaitement 7 jours. Et puis après d'avoir une récurrence envers tes clients. Donc pour les restaurateurs c'est plus facile, hein, généralement qu'on travaille avec des professionnels, de pouvoir livrer toutes les semaines ou 2 fois par semaine. C'est plus facile qu'avec des particuliers qui vont pas forcément avoir les habitudes s'il n'y a pas un abonnement fait. Mais ça reste possible quand même. Je pense que c'est les 2 gros leviers, hein, c'est le moment de la récolte et puis le stockage bien hermétique, ça change pas mal. Et puis essayer de pas les rentrer-sortir tout le temps non plus, donc sortir du frigo que la quantité dont on a besoin le jour J, et puis laisser le gros du paquet bien au frais. Il faudra pas non plus trop tasser ce paquet, et puis voilà, c'est à peu près tout. Une question de Chloé, mes pousses deviennent toutes filiformes, comment faire? Alors ça veut dire qu'elle cherche la lumière, donc il y a directement un manque de lumière. Alors comment faire? Pour les plateaux actuels, malheureusement, tu pourras pas résoudre le problème. Une fois que ça commence à filer, c'est un petit peu foutu. Tu peux essayer de les conserver
enfin de continuer à faire la culture, mais ce sera plutôt pour ta consommation personnelle, parce qu'il y aura un grand risque que les pousses elles tombent sur les côtés, et donc que ce soit pas vendable, en tout cas en pousses vivantes, et en pousses récoltées, ça va quand même faire des pousses qui vont être déjà plus dures à récolter, et puis qui vont pas avoir une feuille assez grosse et assez belle pour pouvoir les vendre. Pour les prochains plateaux, par contre, il faut que la source de lumière soit plus proche ou plus intense. Donc ça, c'est à toi de voir en fonction de ce que tu as. Et ça peut être aussi de moins laisser de temps en phase de germination, si jamais c'est ton cas. Si par exemple tu fais du blackout, comme on disait tout à l'heure, un petit peu trop longtemps, et clairement ça peut jouer. Donc essayer d'enlever cette phase, peut-être que ça peut résoudre ton problème. Alors une question d'Hugo, tu recommandes plutôt terreau ou hydro, coco, chanvre. Qu'est-ce qui est le plus simple ou fiable pour commencer? Alors je recommande le terreau, c'est là où on obtient les meilleurs résultats, c'est aussi souvent le moins cher et puis le plus accessible. Donc clairement je recommande le terreau sans hésiter. Il existe du terreau sans tourbe qui fonctionne très bien aussi, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet de la tourbe. Une question de Bastien, concrètement par plateau 10-20 standard, ça rapporte combien après coût, donc semences, substrat, électricité? Donc les plateaux 10-20, c'est, pour ceux qui ne voient pas, c'est 10-20 pouces, donc c'est environ 25 cm par 50 cm. C'est les plateaux classiques que j'utilise, et que c'est un peu les standards pour les micro-pousses. On en a déjà un petit peu parlé au début de la vidéo, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, n'hésite pas à y faire un tour. Mais pour résumer, pour simplifier, on compte environ 15 € par plateau, et 2-3 € de charge, donc terreau, eau, graines, électricité. Donc ça c'est une moyenne qui est quand même très basse, ça va beaucoup dépendre des variétés, mais ça peut se faire, voilà, ça permet de se faire une idée, c'est pas mal pour démarrer, puis après vous affinez en fonction de vos résultats et tout, parce que il y a certaines variétés qui vont aller jusqu'à 30 € par plateau, une fois récolté avec des très bonnes marges, donc voilà, il y a quand même une grande disparité, il vous faudra faire un petit peu attention, c'est pour ça que c'est important de choisir ces variétés, pour pas avoir que des variétés qui ont des marges très basses, quoi. Donc voilà, c'était la dernière question pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Comme je disais en début de vidéo, le lien pour s'inscrire à la conférence spéciale sur les micro-pousses est en description, et j'espère qu'il reste de la place. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, et puis à la prochaine, je vous réserve pas mal de nouvelles choses, donc à très vite.